Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Chef traditionnel, médecin, planteur, dirigeant syndical, député en France, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale, maire, premier ministre et premier président de la République. Il ne s'agit pas de plusieurs personnes, mais bien d'un seul et même homme. D'aucuns diront qu'il a eu à faire la politique pour plusieurs générations. Vous l'aurez compris, cette émission se consacre à la vie et au parcours de l'un des plus illustres fils de ce continent, Félix Houphouët-Boigny. Il tient un rôle de tout premier plan dans le processus de décolonisation de l'Afrique et a dominé jusqu'au terme de sa vie la scène politique de son pays, la Côte d'Ivoire. Que retenir de l'homme politique, de son parcours, ses zones d'ombre, son héritage a-t-il prospéré ou est-il galvaudé? Afrique, Félix Houphouët-Boigny, père de la nation auparavant du déluge, c'est le thème de ce plateau spécial. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Et pour animer cette émission, je ne serai pas seul. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joannès Stoano. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Voilà, merci. Bonjour aussi aux différents téléspectateurs. Et bonjour aussi au coach Patrick Abampoyon. Bonjour, coach. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien, on rend grâce. Je rappelle que vous êtes professeur émérite en coaching intégral et puis vous êtes aussi le président de l'association Fiat Monde. Merci de répondre à notre invitation. Vous qui, depuis quelques semaines, j'allais dire, avez choisi librement donc de célébrer ces grands hommes sur le continent, ces anciens présidents. Coach Patrick Abampoyon, petit rappel peut-être pour ces téléspectateurs qui nous rattrapent, quel est selon vous l'intérêt, en tout cas de vous intéresser à ces grands hommes, alors qu'on sait que pour la plupart, le parcours n'a tout de même pas été un parcours alléchant. Ah, il est alléchant. Il est alléchant. Lorsqu'on parle de Nelson Mandela, il a un héritage qui ne tarira presque jamais. Il est immortel. Lorsqu'on parle de Thomas Sankara, il est immortel. Lorsqu'on parle de Nelson et de Félix Houphouët-Boigny, de Sylvanus Olympio, ils sont immortels. En réalité, vous savez, un peuple sans modèle est comme une voiture sans volant et sans frein. J'imagine où est-ce que vous allez quand vous n'avez pas de volant, quand vous n'avez pas de frein. Résultat, nous évoluons sans modèle. Vous prenez un président américain, dès qu'il arrive au pouvoir, avant son investiture, il choisit son modèle parmi les anciens chefs d'État qui sont passés avant lui. Parce qu'un homme sans modèle est une voiture sans volant et sans frein. Donc bref, il faut modéliser ces anciens hommes. Il faut modéliser ces patriarches. Au-delà des émissions que nous faisons, nous sommes en train de mettre en place un site internet sur lequel on peut avoir le modèle de ces hommes, mais non plus raconté par le chasseur. Parce que si vous prenez l'histoire de la chasse et vous laissez le chasseur raconter l'histoire, il aura toujours le bon rôle. Il faut que nous, fils d'Afrique, nous puissions raconter l'histoire de nos ancêtres, de nos patriarches, pour que les gens puissent retenir l'essentiel, le bon, le merveilleux de leur vie. D'accord. Alors, Joannès Stoano nous rappelait tout à l'heure le parcours, en tout cas un carnet d'adresse aussi chargé de Félix Houphouët-Boigny. C'est d'ailleurs la personnalité dont nous parlons au cours de cette émission. Et on sait aussi qu'il était donc très ancré, j'allais dire, dans la tradition. Est-ce que visiblement pour vous, notamment la culture baoulée, je voudrais donc rappeler, chef canton, on l'a aussi dit, est-ce que ça a été sans doute aussi des atouts pour lui pour, j'allais dire, gravir tous ces échelons? Oui. Vous savez, le vrai problème que les jeunes ont aujourd'hui, c'est qu'on a abandonné les rites initiatiques. Heureusement, des peuples du monde ont gardé ces rites initiatiques. Si vous prenez souvent les peuples des nord des pays, même si je suis contre cette... Quelques difficultés. Quand vous prenez les peuples des nord des pays, vous allez voir qu'ils n'ont pas peur d'un bandit armé qui court dans la rue.
ils n'attendront pas la police ou l'armée avant de régler son compte. Parce qu'ils ont fait des rites initiatiques qui ont vaincu la peur. Ils ont fait des rites initiatiques qui leur donnent du courage, qui leur donnent d'être hommes, d'être femmes. Vous prenez par exemple les femmes des régions du Nord qui ont fait les rites Evala, les rites Ghani, les rites ceci. Vous allez voir que la féminisation, la valeur d'une femme, l'importance d'une femme, le rôle d'une femme à côté de son mari. Je me rappelle une dame du Tchad qui avait l'habitude de me dire qu'elle ne comprend pas pourquoi aujourd'hui les parents ne peuvent plus enseigner à la fille comment garder le lit, comment faire l'amour. Pourquoi on ne peut plus enseigner à la fille comment séduire son mari? Que quand elle était enfant, c'est les parents qui étaient chargés de lui donner cette chose-là. Donc bref, le caractère dignité, le caractère humaniste, le caractère capable de prendre des décisions sans ego, sans orgueil, sans égoïsme, sans culte de la personnalité. Vous voyez, c'est beaucoup de choses que le fait d'avoir suivi, et vous allez voir que tous les grands que vous allez citer en Afrique sont soit chefs de tribu, soit issus de tribu, et donc, ou je ne sais pas, d'une tribu, on dit ouais, d'une tribu, soit issus d'une tribu où ils ont suivi une éducation. Je suis la dernière fois en train de parler de mon arrière-grand-père à Grovessou, dans un document scientifique où il fallait dire de quelle école il est diplômé, quel diplôme il a. Et je disais comme Cheikh Anta Diop qu'il est diplômé de l'école de Soula à Palam, à l'ombre du Baobab, qui est la meilleure école au monde, la meilleure. Donc bref, ces hommes, avant d'aller à l'école de Jules Ferry, ont appris la vie, ont appris le respect de soi et le respect des autres, ont appris un certain nombre de valeurs et c'est très important pour réussir dans la vie. Patrick Aman-Poyon, vous avez souvent insisté sur un retour à nos cultures pour mieux gouverner. Est-ce que vous avez l'impression que le parcours de Félix Houphouët-Boigny est quelque peu imprégné de ce que vous prônez? Oui, prenez tous les discours de Félix Houphouët-Boigny. Vous allez constater quoi? Il raconte des histoires. Sous la Palam, il raconte des histoires. Il pouvait, c'est-à-dire, déstabiliser son vis-à-vis en racontant une histoire. Je vais vous raconter un fait. Il était en discussion avec Mitterrand. Et il dit au président Mitterrand, chez moi, les Akans, chez nous les Akans, le roi ne porte pas l'or. Si le roi porte l'or, c'est qu'il est petit. Le roi ne porte pas l'or, c'est les notables qui portent l'or. Parce que le roi est plus que l'or, est plus que ces choses-là. Donc il donne ça à ses collaborateurs. Aujourd'hui, à travers le leadership, vous apprendrez qu'un vrai leader, c'est quelqu'un à côté de qui les autres se sentent importants. Mais un faux leader, c'est quelqu'un qui se sent, lui, important à côté des autres. Donc bref, il dit chez nous les Akans, c'est les notables qui portent l'or. Et si le roi porte l'or, c'est que le roi est petit. Et il ajoute, il dit exactement ceci. Il dit la France est le roi. Les pays francophones d'Afrique sont les notables. Maintenant, la France porte l'or, a de belles routes, a de belles infrastructures. Mais les notables n'en ont pas. Alors la France est petite. Alors, Mitterrand qui réfléchit un instant et qui lui dit, bon, fais-moi un budget pour développer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous verrez que la Côte d'Ivoire a aussi les infrastructures, pas autant que la France, mais plus que la Guadeloupe, plus que la Guyane, plus que les Antilles, qui sont des territoires français, n'ont pas le développement que la Côte d'Ivoire a, parce qu'il a utilisé des métaphores. La meilleure façon d'amener quelqu'un à vous comprendre, sans que vous n'opposez votre vérité à sa vérité, c'est de raconter des histoires, afin que lui-même désapprenne pour apprendre. Voilà. Bref, c'est pour dire que véritablement, nous devons nous inspirer des réalités de notre africanité est une force. Si nous arrivons à développer ça, tout le monde nous respectera dans le monde. Alors, Patrick Aman-Poyon, comment définir Félix Houphouët-Boigny? Un nationaliste, un panafricaniste ou un Français? Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né avant 1960 dans les pays francophones d'Afrique qui n'était pas français? Ils étaient tous français. Mon arrière-grand-père est né français. Mon grand-père est né français. Est-ce que cela les empêche de dire qu'ils sont africains? Mon père est né français. Bref, Félix Houphouët-Boigny était seulement un homme intelligent, compétent et doué. Un homme intelligent, compétent et doué. C'est comme ça que je retiens Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand on commence par définir les gens comme des panafricanistes, je peux vous dire que je connais beaucoup de Français qui sont plus panafricanistes que beaucoup d'Africains. J'ai des Français. Je vous donne un exemple très simple. J'ai recruté une secrétaire française qui, si vous l'entendez parler, vous n'allez pas savoir qu'elle est française.
Si vous entendez parler cette dame, vous allez penser qu'elle est africaine. Elle a une maison à Calavi au Bénin. Elle ne supporte pas d'aller en France. Elle ne supporte pas de résider en France. Son père est français, sa mère est française. J'ai une collaboratrice en Italie. Elle est de père et de mère italienne. Mais dès qu'elle était enfant et qu'on l'a amenée au supermarché pour acheter des poupées, elle a acheté des poupées qui avaient la couleur afro. Elle aime les chants africains. On ne sait pas d'où lui vient l'inspiration des chants africains. Elle adore l'Afrique. Lorsque, en Europe, j'ai voulu remplacer le responsable de notre organisation en Europe et j'ai voulu prendre un Européen, elle était contre. Elle dit ces gens-là sont mauvais. Il faut prendre un Africain pour nous diriger. Cette dame est italienne de père et de mère. Alors, quand nous parlons panafricanisme, est-ce que ça veut dire que celui qui est français n'est pas panafricaniste? Est-ce que ça veut dire que celui qui est européen n'est pas panafricaniste? C'est pas évident. Je vais aller plus loin. Allez chercher l'histoire du premier père missionnaire qui est venu en Afrique. Il était italien. Il est venu en Afrique. Il a refusé d'aider la colonisation. Qu'il est venu pour parler de Dieu et pas de colonisation. La France à l'époque s'est battue pour que le Vatican puisse le rappeler et en guise de sanction. Et ils ont envoyé quelqu'un d'autre. Donc c'est pour dire que si nous associons le fait d'être panafricaniste à le fait d'être contre la France, nous n'avons pas compris. Puisque le panafricanisme n'est pas le africaniste, c'est le panafricaniste. C'est les Africains et les amis de l'Afrique qui aiment l'Afrique et qui travaillent pour le développement de l'Afrique. C'est ça les panafricanistes. Claude Patrick, vous refusez de faire finalement un choix, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certains qui estiment que Houphouët-Boigny était plus français qu'africain ou ivoirien? Je vais vous expliquer. Ouais. Dans l'ethnie Monsi au Burkina, lorsqu'un jeune dans la cour était menacé par quelqu'un, il fuit et il rentre à la maison. Toute sa famille sort avec lui et lui demande de frapper l'autre. Alors quand il refuse de frapper parce qu'il confirme que l'autre lui fait peur, on lui demande maintenant de reconnaître que l'autre est plus fort que lui, de lui présenter le respect et puis la peur disparaît puisque l'autre n'est plus menace pour lui. Félix Houphouët-Boigny était très intelligent. Il a compris, Félix Houphouët-Boigny, qu'à l'époque, tenir tête à la France et rester vivant et développer son pays était quasi impossible. Alors, dans ces conditions, selon ce que explique l'ethnie Monsi au Burkina, et certainement que l'ethnie Akan enseigne en Côte d'Ivoire, il a préféré faire la paix avec plus fort pour le développement de son pays. Est-ce anormal? Est-ce mauvais? Je vais vous dire, qu'est-ce que Nelson Mandela a fait? Nelson Mandela, de sa prison, a étudié le scénario Félix Houphouët-Boigny, a étudié le scénario Thomas Sankara, le scénario Sylvanus Olympio, le scénario Patrice Lumumba, et tout ça. Il s'est rendu compte que le scénario Félix Houphouët-Boigny était le meilleur pour apporter la paix, l'entente, la convivialité et autres en Afrique du Sud. Et c'est ce qu'il a fait. Je vais vous donner un fait. Vous savez, lorsque Thomas Sankara est allé voir Julius Nyerere, et que Julius Nyerere lui a dit ceci, mon frère, il faut dire que tu es patriote, il ne faut pas te tuer. Mais si tu dis que tu es révolutionnaire, ils vont te tuer. Voici la réponse de Thomas Sankara. Il dit, je préfère tuer. Et il rentre au pays et il commence par appeler sa femme la veuve. Il commence à appeler sa femme la veuve. Ça veut dire que Thomas Sankara était conscient que le chemin de la vie est celui pris par Félix Houphouët-Boigny. Mais lui, il a choisi un autre chemin, le chemin de martyr. Maintenant, est-ce que parce que quelqu'un a choisi un autre chemin et qu'un autre a choisi un autre chemin, ça suffit pour les traiter de traite? Pas suffit. Regardez la Côte d'Ivoire. Quel pays francophone d'Afrique n'a pas envie d'avoir le développement de la Côte d'Ivoire? Regardez la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas les mêmes indices, les mêmes caractères, les mêmes caractéristiques que la France, avec ses incapacités pour chacun d'avoir son propre véhicule pour circuler, avec des transports en commun que tout le monde est obligé de maîtriser, l'arrêtant, la gare c'est la gare ceci et tout ça. Vous n'avez pas vu les mêmes signes, mais il a fait ce qu'il faut pour développer la Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'après 10 ans de crise, la Côte d'Ivoire reste un poumon économique de la sous-région grâce au travail de Félix Houphouët-Boigny. Est-ce de la traîtrise de développer les plantations en Côte d'Ivoire? Est-ce de la traîtrise de rendre riches les paysans en Côte d'Ivoire? Est-ce de la traîtrise de faire en sorte qu'ils soient capables de décider à la place du président français?
Est-ce de la traîtrise d'avoir la possibilité de déplacer l'armée française sans demander l'avis du chef d'état-major et du président français? Est de la traîtrise que d'être puissant dans le monde? Voilà en réalité la question. Il a fait ce qu'il faut pour avoir la possibilité de décider à la place du président français. Alors, vous dites qu'il est un stratège et pourtant, pendant ce temps, on avait vu un peu les points d'achoppement avec l'époux Sédar Senghor. Est-ce que quand on est tous africains et qu'on est dans une même vision, j'allais lancer, s'il n'était forcément pas bien pour lui de suivre un peu ses pairs que, j'allais dire, de faire cavalier seul, ce qui lui a quand même valu toutes ces critiques, Patrick Aman-Poyon. En Afrique des indépendances, il y avait au moins 10 philosophies de l'indépendance. Il y avait au moins 10 manières de faire. Quand vous prenez Félix Houphouët-Boigny, c'était une ligne propre. Quand vous prenez Sylvanus Olympio, c'était une ligne propre. Vous prenez Kwame Nkrumah, c'était une ligne propre. Vous prenez Léopold Sédar Senghor, c'était une ligne propre. Mais est-ce que Félix Houphouët-Boigny a préféré dans ses vieux jours aller en France, rester en France, être dans l'Académie française? Alors pourquoi vous voulez que Félix Houphouët-Boigny soit triste et que Senghor soit applaudi? Pourquoi vous voulez que celui qui a choisi d'aller défendre la langue française soit applaudi et que celui qui a choisi de rester en Côte d'Ivoire pour développer les paysans, pour développer les citoyens, pour développer le peuple ivoirien, lui soit traité de traître? Non, je crois que nous devons accepter, avoir le droit à la tolérance. Nous devons comprendre que ce n'est pas parce que l'autre ne pense pas comme moi qu'il est mauvais. Prenez mon cas. Aujourd'hui, je prône Sylvanus Olympio comme modèle. Je prône Kwame Nkrumah comme modèle. Or, les deux étaient presque opposés, se battaient. Je prône Thomas Sankara comme modèle. Je prône Félix Houphouët-Boigny comme modèle. La diversité culturelle. Si nous ne pouvons pas accepter que l'autre pense autrement que nous, ne sommes pas prêts pour s'entendre. Parce que le panafricanisme, c'est l'entente africain pour le développement. Quand vous prenez les pères panafricanistes, prenez Marcus Garvey, prenez Sylvanus et Kwame Nkrumah, prenez chacun d'eux, les Webb, Dubois, tout ça, hein, George Washington. Quand vous prenez tout cela, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas la même vision de la chose. Mais ils s'acceptaient parce que là, dans la différence, chacun apporte ce qu'il a et ensemble, on est fort. Ensemble, on gagne. Ensemble, on réussit. Mais cette logique de celui qui ne pense pas comme moi est mauvais, est une très mauvaise méthode. Alors, Patrick Aman-Poyon, l'ancien président Félix Houphouët-Boigny a été, on va le dire, durant quasiment tout son parcours, l'unique, sinon le premier interlocuteur de la France sur le continent. Est-ce que selon vous, c'était de la stratégie? Était-il un stratège? Voulait-il, comme vous le disiez tout à l'heure, gagner pour la Côte d'Ivoire? Ou il était de par, je dirais, sa culture, son parcours politique, puisqu'il a quand même été député français, ministre dans des gouvernements français. Est-ce que c'est ce parcours-là qui lui a donné ce poste, on va le dire, prépondérant-là en Afrique? La quasi-totalité de ceux qui ont été premiers chefs d'État en Afrique ont été ministres français, ont été députés français. Donc, ça encore, ça n'a rien de particulier. Maintenant, être interlocuteur veut dire quoi? J'ai réussi à me rendre visible. J'ai réussi à me faire l'interlocuteur. Je voudrais que vous compreniez. Lorsque quelqu'un, un Africain, a la possibilité de dissoudre le gouvernement français, est-ce au service de la France ou au service de l'Afrique? Lorsque l'Africain a tellement d'influence sur la France qu'il peut déplacer l'armée française sans l'autorisation du président français, lorsqu'à l'enterrement d'un Africain, tous les Français politiques étaient à cet enterrement parce qu'ils se disaient, ce gars n'est peut-être pas mort, il veut peut-être voir notre comportement afin de nous faire mal après politiquement. Lorsqu'il a toute la classe politique française à ses pieds. Mais les amis, c'est de la capacité à voir toute la classe politique française à ses pieds. Mais je vous dis ceci, que ceux qui veulent écouter, écoutent et comprennent. Félix Houphouët-Boigny dit, il suffit que nous, pays africains, nous nous entendons pour ne pas vendre notre coton, pour ne pas vendre notre café, pour ne pas vendre notre café cacao pendant un an seulement, et l'Europe est détruite. Il dit, il suffit que nous nous entendons pour ne pas vendre notre coton, notre café, notre cacao et autres à la France à l'Europe pendant un an, et l'Europe est détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, les gens vont faire guerre civile, ils vont se détruire. Mais le problème,
C'est qu'au même moment où toi tu dis je ne vends pas, un autre Africain est en train de vendre. Lorsqu'on sait qu'on n'est pas capable de faire autrement, on fait ce qu'il faut pour exister, on fait ce qu'il faut pour gagner, on fait ce qu'il faut pour réussir. C'est ce que Félix Houphouët-Boigny a fait. Il est capable de montrer à la face du monde que sans lui, vous ne pouvez pas. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Ça, on appelle ça de la stratégie, on appelle ça de l'influence. Son pays a quand même eu une économie assez florissante sous son règne, il ne faut pas l'oublier. Patrick Armand-Poyon, quel est son profil économique pour vous? Quel est ce qu'il a pu vendre, qui a fait donc, je dirais, le succès de la Côte d'Ivoire sous son règne? En fait, c'est sa capacité à raisonner terre à terre. Il a dit un jour, lorsque vous vendez vos matières premières à 1000 francs la tonne et que vous vendez 10 000 tonnes, vous avez 10 milliards, je crois, un truc comme ça. Il a fait ses calculs, 10 millions de tonnes. Il a fait ses calculs, il dit vous avez 10 milliards. Il dit il suffit que les autres qui décident seuls du prix, décident de casser le prix de moitié, ils ont cassé votre budget de moitié. En fait, c'est-à-dire qu'il raisonne terre à terre, banal, simple, sans trop d'intelligence comme certains veulent le faire. Et en raisonnant comme ça, il a compris là où il faut jouer. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez voir que partout en Afrique, les paysans sont pauvres. Les paysans sont pauvres. Ceux qui exploitent la production agricole sont riches. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, la production agricole elle-même n'est pas rentable. Mais la spéculation autour de ça est rentable. Mais Félix Houphouët-Boigny l'a compris. Résultat, il a dit, il faut qu'on fasse des prix qui permettent aux paysans de s'en sortir. Depuis que Félix Houphouët-Boigny est parti, regardez les plantations en Côte d'Ivoire. Les plantations sont de plus en plus délaissées parce que l'économie libérale est revenue. Alors dites-moi, est-ce que c'est dans l'intérêt de la France qu'on augmente le prix de production aux paysans? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la France qu'on encourage tous les fonctionnaires à avoir des plantations? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la France qu'on fait en sorte que l'Ivoirien ait financé son propre développement? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la France que Félix Houphouët-Boigny dit, lorsque vous volez de l'argent en Côte d'Ivoire, investissez en Côte d'Ivoire? On ne peut pas lutter, empêcher la corruption, mais on peut la canaliser au service du développement du pays. Voilà en réalité Félix Houphouët-Boigny. C'est un homme véritablement intelligent. C'est pour ça qu'il a fait cette Côte d'Ivoire développée, avancée, cette Côte d'Ivoire solide que nous avons aujourd'hui. Patrick Armand-Poyon, vous avez dit qu'il avait quasiment tous les hommes français, les hommes politiques à ses pieds. Sans doute, le café cacao est aussi passé par là. On sait qu'il était propriétaire aussi de vastes terres dans sa région, chef canton aussi, d'ailleurs à la tête de près de 20 000 producteurs de café et de cacao. Est-ce que finalement, le développement, j'allais dire, de toutes ces cultures, c'était dans son propre intérêt ou bien il pensait déjà à la Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait qu'il est aussi immensément riche. Oui, allez en Côte d'Ivoire, faites un peu le tour des zones cacaoyères, ils vont vous dire vivement que Félix Houphouët-Boigny revienne. En fait, allez demander aux paysans ivoiriens si Félix Houphouët-Boigny a développé café et cacao pour être riche. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous pensons que quelqu'un va rendre les autres riches et rester pauvres. Lorsque Félix Houphouët-Boigny a laissé son héritage à son fils, vous savez ce que le fils a dit? Il dit, dans notre ethnie, lorsque vous héritez de quelque chose, vous devez laisser le double avant de mourir. Je n'ai pas l'intelligence de mon père. Je n'ai pas les relations avec les paysans. Je n'ai pas la stratégie de développement des filières de mon père. Et dans ces conditions, il me sera difficile de pouvoir doubler son héritage avant de mourir. Il a donc renoncé à l'héritage. Félix Houphouët-Boigny, lorsque vous prenez cet homme en termes de relation avec le citoyen ivoirien, relation avec l'Ivoirien, relation avec son opposition, relation avec ceci et tout ça, vous comprenez que c'est un homme qui n'a pas que travaillé. Il n'a pas travaillé pour la France, non. Il a travaillé pour la Côte d'Ivoire et Félix Houphouët-Boigny. Il a exploité la France pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est ce qu'il a fait et ça a été un résultat que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Nous avons dit impérialiste dans tous les autres pays. Mais allez au Burkina aujourd'hui, demandez aux Burkinabés s'il leur était donné de choisir le pays où ils vont vivre, le pays de leur destination, ils vous diront la Côte d'Ivoire. C'est le grand pays dans la tête des Ivoiriens. C'est le grand pays dans la tête des Burkinabés. Donc bref, nous devons reconnaître à l'homme ce qu'il est.
Maintenant, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir, tout être humain fait des erreurs. Mais si nous nions la valeur de l'homme, l'intelligence de l'homme, les stratégies de l'homme, la capacité à développer son pays de l'homme, qui sait choisir. Je vais vous donner un autre exemple. On dit souvent que Félix Houphouët-Boigny travaillait pour la France. Mais sous Félix Houphouët-Boigny, la présidence française était remplie de quels conseillers? Vous avez croyez que c'était des Français? Non, c'était des Béninois. Et il a dit exactement ceci à Mathieu Kérékou. Si j'avais tes hommes, j'allais développer la Côte d'Ivoire 2 fois plus vite. Vous voyez, c'est un monsieur qui analyse tout. Il s'est rendu compte qu'à l'époque, les Béninois avaient de la capacité, de l'intelligence, de la compétence. Il est allé les chercher. Il est allé les chercher et quand Kérékou renvoyait quelqu'un, lui prend. Il renvoyait quelqu'un, lui prend. Nous, on faisait impérialisme au Bénin et on renvoyait les cas compétents, lui prend pour développer la Côte d'Ivoire. Les amis, qu'est-ce qu'il y a de mal à dire, si le Béninois est compétent, je le prends. Si le Sénégalais est compétent, je le prends. Si le Guinéen est compétent, je le prends. Si le Burkinabé est compétent, je le prends. Mais moi, je vais développer la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Les amis, il faut qu'on aille à l'école de ces grands hommes qui nous apprennent beaucoup de belles choses et nous devons en apprendre pour développer l'Afrique. Vous dites qu'est-ce qu'il y a de mauvais en soi? Il faut quand même faire aussi la promotion de ses concitoyens. On sait qu'il y avait aussi sans doute aussi pas mal de cas d'Ivoiriens qui étaient aussi en mesure tout de même de l'aider autour de lui à atteindre son objectif ou ses objectifs. Ils étaient dans l'équipe. Ils prenaient peut-être des Béninois comme attaquants, mais ils prenaient des Ivoiriens comme gardiens de but. Ils prenaient des Ivoiriens comme milieu de terrain. Ils faisaient la combinaison. Les amis, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Et on va parler de Félix Houphouët-Boigny, je vous assure. Est-ce que Félix Houphouët-Boigny a aidé la France en permettant à la Côte d'Ivoire de recevoir assez de Béninois, assez de Togolais, assez d'Ivoiriens, assez de Burkinabés, assez de Congolais, assez de Zaïrois, assez de Gabonais, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être interhospitalière? Exactement comme le Canada est en train de le faire aujourd'hui, permettre à des gens de venir contribuer au développement du pays. Et c'est ce qui s'est passé. Il a même permis le développement du quartier des Burkinabés, le développement du quartier des tels, le développement du quartier des tels. Les amis, moi j'ai un homme direct, le frère, même père, même mère à ma mère, qui est parti en Côte d'Ivoire enfant, qui a créé son établissement, qui a réussi dans son établissement. Il a hérité de l'établissement de la dame qu'il a adopté, qu'il a amené là-bas. Mais lorsque ce Béninois d'origine a été endetté, était sur le point d'être renvoyé de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny l'a reçu, lui a donné de l'argent en des sacs de maïs pour payer sa dette. Dites-moi, c'est pour la France qu'il a fait ça? Non, les amis. Nous n'avons pas compris l'homme. C'est un homme exceptionnel. C'est un homme qui aime d'abord lui-même. C'est pourquoi il fait en sorte de survivre. Il fait en sorte d'être vivant. Il fait en sorte de vivre pour le plaisir de son épouse, pour le plaisir de ses enfants. Ensuite, Félix Houphouët-Boigny aime la Côte d'Ivoire. Il a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny aime l'Afrique. Il a apporté beaucoup à l'Afrique. Mais Félix Houphouët-Boigny a double nationalité. Double nationalité. Ça là, ne pouvons pas refuser ça. Je donne un exemple très simple. J'ai rencontré une dame. Elle habite en France. Et je lui ai dit, il y a une élection présidentielle au Bénin. Il y a un franco-béninois comme toi qui était candidat. Et en France, vous avez voté majoritairement pour un autre candidat. Alors que vous avez un franco-béninois qui est candidat. Voilà sa réponse. Il dit, Lionel Zissou a passé tout le temps à démontrer qu'il est béninois, qu'il n'est pas français. En faisant ça, il nous insulte. Il est béninois et il est français. Il est béninois et il est français. Donc il faut qu'on assume. Il doit assumer. Il doit assumer sa double nationalité. Il doit assumer son appartenance à deux continents, à deux nationalités. Lorsque le pays te donne un passeport, ça veut dire que ce pays aussi fait partie de toi désormais. Et ça, Félix Houphouët-Boigny ne peut pas nier la France. Il ne peut pas nier ce que la France a fait pour lui. Et donc, si nous pensons que parce que d'autres détestent la France, tout le monde doit détester la France, non, ce n'est pas vrai. Félix Houphouët-Boigny, c'est un homme qui a reçu une éducation au niveau de la tribu. Et là-bas, on a dit, la reine détruit d'abord celui qui a la reine, avant de détruire celui contre qui on a la reine. Si les gens continuent d'avoir la reine contre l'Afrique et contre la France, ils continueront de se détruire, de détruire leur santé, de détruire leur intelligence, de détruire leur capacité d'analyser à telle fois, alors que Félix Houphouët-Boigny voulait rester en vie
développer sa vie, développer la Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Patrick Aman-Poyon, le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire acquiert tout de même l'indépendance. On voit un peu la situation au Ghana en 57, Sékou Touré en 58 en Guinée-Conakry. Finalement, même si on voyait Félix Houphouët-Boigny qui n'était pas forcément pour, disons, ces indépendances à tous ces pays. Finalement, et plus logiquement, il prend donc la tête du pays, mais on le sait, pendant 20 ans, il a régné quasiment sans partage. C'était un dictateur aussi, Patrick Aman-Poyon. Trouvez-moi quelque part en Afrique un président de 1960 qui n'a pas été dur. Trouvez-moi un président de 1960 qui n'a pas été dur. Ensuite, vous avez dit quelque chose qu'il ne faut pas passer sous silence. Vous avez dit qu'il était contre l'indépendance. Ouais. Mais il s'est rendu compte qu'on ne peut pas être contre et survivre. Vous voyez un peu, c'est un homme pragmatique. Il sait. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez entendu le coup d'État au Mali. Ensuite, vous avez entendu le coup d'État en Guinée. Vous avez entendu le président, celui qui a fait le coup d'État en Guinée, a dit quoi? 6 mois. Il dit 6 mois. Parce qu'il a compris que la légitimité dont il jouit aujourd'hui ne va pas durer éternellement. Patrick Aman-Poyon. Ils n'ont pas la sagesse des autres. Ils n'ont pas la capacité d'analyser à tête froide, de laisser les orgueils, les envies, les gourmandises et autres pour pouvoir analyser. C'est ça la force de Félix Houphouët-Boigny. Il sait quand il y a un feu rouge, il sait s'arrêter. Et donc, il s'est arrêté en acceptant l'indépendance. Il a pris. Et donc, il s'est rendu compte qu'en Afrique, dans le temps, il y avait 2 camps. Il y avait 2 camps partout, dans tous les pays. Il y avait 2 camps. Il y avait le camp de certains qui voulaient fonctionner pour le colon. Il y avait le camp de certains qui voulaient fonctionner pour la nation. Et donc, dans ce combat, dans tous les pays, et les chefs d'État ont dû être durs, très durs, pour faire en sorte de sécuriser, de ne pas finir comme Sylvanus Olympio, de ne pas finir comme Modibo Keïta, de ne pas finir comme certains que la France a rapidement éliminés. Donc, ils ont été durs jusqu'au moment où les réalités, encore une fois, lui ont imposé le multipartisme. Vous voyez un peu, c'est un homme, il tient compte des rapports de force. C'est un homme qui sait prendre des décisions et qui sait reculer quand il le faut. Alors, Patrick Aman-Poyon, Félix Houphouët-Boigny est passé de vie à trépas le 7 décembre 1993. Nana Boigny laisse donc un héritage, on va dire, assez colossal. Qu'est-ce qui fait que, dans sa lignée, il n'y ait pas d'hommes politiques avisés qui prennent, pourquoi pas, je dirais, la succession des Félix Houphouët-Boigny ou des Boigny, Houphouët-Boigny, qui auraient donc pu faire de la politique aussi, pourquoi pas? Non, d'abord, Félix Houphouët-Boigny a dit avoir fait la politique pour 3 générations de ses enfants. Voilà encore une qualité que nous ne saluons pas assez. Finalement, il ne pense qu'à lui, Patrick Aman-Poyon. Non, il ne pense pas qu'à lui. Il ne pense pas qu'à lui. Alors, si vous dites que le fait de décider que ses enfants et ses petits-enfants ne feront pas la politique est mauvaise, alors pourquoi on reproche à certains d'avoir placé leur fils? Il dit, j'ai fait la politique pour 3 générations d'Houphouët. Donc, les Houphouët doivent quitter la politique pour 3 générations. Il dit, j'ai fait pour ma génération, j'ai fait pour la génération de mes enfants et j'ai fait pour la génération après mes enfants. Ce qui fait qu'il a donné à ses enfants une capacité à produire de l'argent, une capacité à ne pas courir derrière l'argent public, une capacité à ne pas dépendre des marchés d'État. Résultat, vous avez vu que sa descendance n'est pas intéressée du tout, ni par la politique, ni par les marchés d'État, ni par quoi que ce soit. Il a donné une éducation à ses enfants. Et je vais vous expliquer. Ceux qui ne comprennent rien, qui mettent les enfants dans l'école de Jules Ferry jusqu'à prendre licence, maîtrise, master, DEA, doctorat, et après doctorat, agrégation. Et maintenant, on est en train de chercher à inventer encore quelque chose derrière agrégation là-bas. Ceux qui ont fait ça n'ont rien compris. Félix Houphouët-Boigny a envoyé ses enfants chez Mobutu pour apprendre la sagesse et la stratégie de Mobutu. Il a envoyé ses enfants chez le roi Hassan II du Maroc. Ainsi de suite. Il a envoyé ses enfants chez des personnes qui peuvent donner à ses enfants de la fierté, de la dignité, de l'estime de soi, de la conscience de soi, du respect pour eux-mêmes et tout ça. Ce qui fait que ces enfants n'ont ni accepté de faire la politique, ni accepté l'héritage financier de leur papa.
ils ont dit ils n'en ont pas besoin. Voilà un homme qui était un papa, un bon père qui a éduqué ses enfants et tout. Maintenant, quand vous revenez comment on appelle, à Côte d'Ivoire, non, il aimait lui, d'accord. Mais sachez une chose, un homme qui ne s'aime pas ne peut rien réussir. Un homme qui ne s'aime pas va être suicidaire, ne sera pas s'arrêter devant un feu rouge. Personnellement, je ne suis pas intéressé par la politique à cause de mon amour pour moi-même. Je m'aime suffisamment pour ne pas me mettre dans cette mamaille qui entraîne les conséquences désagréables que vous savez. Donc c'est clair. Félix Houphouët-Boigny était un homme qui a fait la politique, oui, qui a laissé un héritage. Et derrière lui, il y a des difficultés. Oui, pourquoi? Parce que Félix Houphouët-Boigny, à un moment donné, a voulu revoir sa trajectoire en appelant Alassane Ouattara, qui n'était pas avec lui au début, qui n'était pas dans la vision de succession. Il a appelé Alassane Ouattara parce qu'il voulait une dimension économique que ceux qu'il a préparés n'avaient pas. Et ça fait qu'on s'est retrouvé à sa mort avec 2 lignes encore, comme en 1960, et c'est ça qui a créé tous les problèmes. Sinon, il a suffisamment, vous voyez par exemple, quand vous voyez Bédier, avec toute la sagesse qu'on lui connaît, avec tout le lien avec les chefs de tribus, les chefs traditionnels, avec tous les liens avec les paysans, lui-même paysan, tout ça, il a préparé. Les Fologos, les Cécis, il a préparé. Les Amara ici, tout ça, il les a préparés. Mais à partir du moment où il a amené Alassane Ouattara, qui a exigé que les cadres du PDCI paient des impôts, ce qui n'a pas aidé à créer une guerre qui a fait que la succession de Félix Houphouët-Boigny a été tout un problème. Sinon, c'est un homme comme Nelson Mandela qui a réussi sa gestion, mais qui n'a pas réussi à préparer la succession. Vous parlez justement de sa succession, on va en parler, Patrick Armand-Pouillon. On sait que l'homme a eu beaucoup d'enfants biologiques qui donc n'ont pas eu accès ou n'ont pas pu faire de la politique. Il a eu aussi des enfants, on va le dire, spirituels, notamment vous parliez d'Alassane Dramane Ouattara qui a donc eu des postes éminemment politiques sous l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que cette succession-là est peut-être, je dirais, le plus gros couac du parcours de l'homme? Est-ce que c'est cela qu'on peut lui reprocher comme plus gros échec, la succession en Côte d'Ivoire? Oui. Il n'a pas vraiment préparé, il n'a pas vu arriver. Il n'a pas vu arriver la succession, il n'a pas vraiment préparé. Alassane Ouattara est économique, il est tout et tout, mais il n'a pas la culture politique. Il est en train de l'acquérir progressivement, mais il n'a pas la culture politique. Il n'a pas fait le parcours avec Félix Houphouët-Boigny pour connaître l'homme. Vous allez constater qu'en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui était son opposant, arrive même à avoir des démarches pour Houphouët-Boigny, même plus que le président Alassane Ouattara parfois. Parce qu'il a eu le temps de le connaître, il a eu le temps de l'étudier, il a eu le temps de discuter, d'échanger avec lui et tout ça. Donc bref, c'est pour dire qu'effectivement, la succession a été caouteuses, parce que brutale, parce que brusque, parce qu'une mort imprévue, une mort qui a tout chamboulé, vraiment, je crois que la succession n'a pas été à la hauteur. Non seulement ça, mais je crois qu'il a formé des hommes en pensant qu'ils pouvaient hériter de lui. Mais tous ces hommes qu'il a formés n'ont pas tous le même parcours de chef de tribu. Ils n'ont pas le même parcours de rite initiatique. Ils n'ont pas le même parcours. Donc, ça a manqué. Ça a manqué en termes d'honnêteté parce que vous savez que dès qu'un nouveau arrive, c'est les mêmes personnes qui s'associent à lui. Dès qu'un nouveau arrive, c'est les mêmes personnes qui s'associent à lui. Et donc, ça a manqué des fidèles, des gens intègres qui savent qu'au-delà du pouvoir, il y a la vie. Patrick Armand-Pouillon, c'est vrai, un cancer de prostate inattendu l'a donc terrassé. Vous le rappelez d'ailleurs, à 88 ans, il est donc parti. Est-ce qu'il est honnête aujourd'hui de dire que tout ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire en termes de guéguet, de succession non préparée, Félix Houphouët-Boigny en est donc l'auteur? Non. Les gens ont trahi Félix Houphouët-Boigny, ne veut pas dire qu'il est l'auteur. Félix Houphouët-Boigny a laissé derrière lui une capacité de dialogue, une capacité de travail, une capacité pour un certain nombre de choses, mais il n'est pas l'auteur, il ne peut pas être l'auteur. Il ne peut pas être l'auteur de l'incapacité des Ivoiriens à se mettre ensemble pour parler. Il ne peut pas être l'auteur de la voracité, l'envie effrénée du pouvoir
quelqu'un qui a fait en sorte que ses enfants n'aient pas envie du pouvoir, ne peut être auteur du comportement des autres. Il peut les former, mais il ne peut pas être responsable de ça. Non, Félix Houphouët-Boigny n'est pas responsable de ça. Alors, c'est vrai, vous dites qu'il n'est pas responsable de ça, mais et pourtant, le successeur, j'allais dire, du parti et du PDC, c'était quand même Henri Konan-Bédié. On voyait que sur le plan beaucoup plus politique, il était beaucoup plus à même, en tout cas, de prendre un peu la succession, même si on sait que Ouattara occupait le poste de Premier ministre. Comment est-ce que cette rivalité, selon vous, a été un peu à l'origine de cette guéguerre au niveau de sa succession? Au fait, au niveau de sa succession, selon les indiscrétions que nous avons, c'est que les tests prévoyaient une succession. Mais Houphouët était intéressé par la suite, par une autre succession. Et en a fait les confidences à la France. Ça a expliqué l'hésitation de la France à la mort de Houphouët. Il y avait la succession constitutionnelle, il y avait les dernières confidences de Félix Houphouët-Boigny. Donc il y avait une confusion. Cette confusion a créé la rivalité entre Henri Konan-Bédié et Alassane Ouattara. Et j'ai l'impression que, je ne veux pas porter de jugement sur l'un ou l'autre, j'ai l'impression que le caractère vindicatif de l'un et ou de l'autre a amplifié les choses. Et ça, vous n'allez pas reprocher à Félix Houphouët-Boigny le fait que des gens refusent de pardonner, des gens refusent de se donner sincèrement la main pour la Côte d'Ivoire. Les gens refusent de mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Je vais vous faire une confidence. La dernière fois, j'étais passé en Côte d'Ivoire, c'était en février 2020, je crois. J'étais passé en Côte d'Ivoire et la nuit, j'ai fait le tour de la ville d'Abidjan. Quand j'ai fini le tour de la ville d'Abidjan, j'ai dit aux Ivoiriens que les élections qui vont arriver là, le pays ne va pas basculer. Ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit parce que le président Alassane Ouattara a tellement investi en Côte d'Ivoire que je ne le vois pas en train de foutre tout ça en l'air et partir comme un exil. Donc il a investi, ça veut dire qu'il croit à la stabilité de la Côte d'Ivoire, il croit à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les élections ne m'ont pas donné tort parce que tout le monde pensait que ça va carburer, chambouler et le pays va retomber dans les 3000 morts et autres, mais ce n'était pas possible. Donc bref, c'est-à-dire que les Ivoiriens doivent retourner. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que la faute de Félix Houphouët-Boigny, si même ceux qui te disent Houphouëtistes ne font rien pour que les Ivoiriens se souviennent de Félix Houphouët-Boigny, se souviennent de son modèle, se souviennent de sa culture de paix, se souviennent de son aspect, de sa culture de dialogue, se souviennent que Félix Houphouët-Boigny, ce n'était pas la militarisation de la Côte d'Ivoire, se souviennent de tout ça. Non, ce n'est pas sa faute si les autres ont choisi de tuer Houphouët pour régner. Donc, parce qu'il ne peut pas régner dans cette division si il faut la culture de Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est très important. Est-ce que c'est la faute de Félix Houphouët-Boigny si malgré tous les milliards qu'il a laissés, on a laissé que ces caïmans mourir, alors que ces caïmans faisaient du tourisme pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la faute de Félix Houphouët-Boigny si comment on appelle la basilique qu'il a construite est gérée par un Français? Est-ce que c'est la faute de Félix Houphouët-Boigny s'il construit une basilique en Côte d'Ivoire et que c'est un Français qui dirige ça? Est-ce que c'est la faute de Félix Houphouët-Boigny si pour visiter la basilique que lui a donnée gratuitement à l'église catholique, il faut payer 1000 francs chacun pour visiter? Donc vous comprenez que si les hommes derrière ne sont pas à la hauteur de la confiance placée en eux par Félix Houphouët-Boigny, ne mettez pas ça sur le dos de Félix Houphouët-Boigny. Patrick Ampon-Poyon, vous parliez de ce qu'il laisse comme héritage. On a aujourd'hui le RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. On sait que le PDCI a toujours revendiqué la paternité de l'héritage d'Houphouët-Boigny. Et qui dit vrai dans tout ceci au finish? Chacun essaye de tirer le drap de son côté, ou bien l'un ou l'autre des camps a quand même essayé de dupliquer ou de copier le bien de ce que Houphouët-Boigny a laissé? Je vais parler, vous allez voir que je vais parler un langage très clair à la manière de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny n'est pas un technocrate. Félix Houphouët-Boigny n'est pas un technocrate. Félix Houphouët-Boigny parle un langage compris par les Ivoiriens. Il parle aux Ivoiriens, les Ivoiriens comprennent. Vous comprenez donc qu'un parti de technocrates ne peut pas être l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, c'est l'homme du peuple. Je vais vous donner des exemples très simples. Un jour, Félix Houphouët-Boigny était en train de faire un bain de foule. Et il constate sur le regard d'un monsieur qui est derrière là-bas, qui veut lui parler. Alors il appelle le monsieur et le monsieur vient vers lui.
Et il dit, j'ai l'impression que tu veux me parler. Le monsieur dit oui. Il dit, à quoi? Le monsieur dit, j'ai une maison que de tes collaborateurs a louée depuis 2 ans. Et il refuse de payer le loyer sous prétexte que c'est vous qui êtes au pouvoir. Et il a souri. Il a dit à un de ses garçons, tu pars avec lui. Si ce soir, il n'a pas reçu l'intégralité de ses arriérés de loyer, que ce soit la personne concernée, que ce soit toi-même, vous aurez des problèmes avec moi. Le soir, le monsieur a reçu l'intégralité de ses loyers. Ça, c'est Félix Houphouët-Boigny. Alors dis-moi aujourd'hui, tu crois qu'on a ça aujourd'hui dans le groupe de technocrates et autres? Non. Félix Houphouët-Boigny, c'est le responsable des 3000 chefs de tribu baoulés. Alors dis-moi, quel parti est aujourd'hui avec les 3000 chefs baoulés? Donc rassurez-vous, Félix Houphouët-Boigny, c'est du PDCI puis et du jusqu'à nouvel ordre. Donc, ce n'est pas dit que Félix Houphouët-Boigny est PDCI veut dire que politiquement, on penche pour PDCI que RHDP. Non, mais l'héritage politique de Félix Houphouët-Boigny, c'est son parti qui est assis sur des chefs traditionnels, qui est assis sur des paysans contents et satisfaits, qui est assis sur un pays de personnes contentes et satisfaites. Patrick Amapoyon, est-ce que finalement Laurent Gbagbo aujourd'hui avec son modèle n'est pas celui qui a mieux copié Félix Houphouët-Boigny? Parce que vous étiez en train de dire que c'est l'homme du peuple, beaucoup plus ancré au peuple, j'allais dire dans le peuple. Est-ce que de la guéguerre de ces deux, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sur la succession, Gbagbo n'a pas en tout cas essayé de tracer son chemin? On rappelle qu'il était quand même le jeune candidat qui l'affrontait en 90 pour ces élections. Oui, effectivement. Laurent Gbagbo a beaucoup copié Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez, regardez, Laurent Gbagbo qui prend son téléphone un beau matin, pendant que tout le monde est en guerre, appelle Alassane Ouattara et décante la situation. C'est du Félix Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo qui prend son téléphone, qui appelle le Premier ministre de Côte d'Ivoire, c'est du Félix Houphouët-Boigny. Et c'est le réalisme de Félix Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo qui dribble tout le monde en décidant de créer un autre parti politique dans le but de dribbler Afin N'Guessan et son épouse. Oui, c'est du Félix Houphouët-Boigny, cette capacité de contourner la pierre, comme Laurent Gbagbo l'a dit. C'est-à-dire que quand tu es sur un chemin, il y a une pierre sur le chemin, il faut contourner. Donc bref, vous voyez qu'il a copié. C'est pour ça qu'il faut vraiment que chacun reconnaisse, si Bédié avait été juste après la succession, vraiment, Félix Houphouët-Boigny, je vous assure, il n'y aurait pas eu coup d'État. Il y a eu un petit flottement à ce niveau. Il y a eu un petit flottement à ce niveau et ce petit flottement a justifié tout le reste après. Donc bref, oui, Laurent Gbagbo a cette capacité d'agir comme Félix Houphouët-Boigny, mais il faut dire aussi que Bédié, après la rectification de l'erreur qui a créé le coup d'État, a gagné beaucoup en maturité, en sagesse et autres, et est aujourd'hui encore quelqu'un qui exprime beaucoup de sagesse, beaucoup de la preuve. Vous avez la discipline aujourd'hui au niveau du PDCI. Tout ça là, c'est hérité de Félix Houphouët-Boigny. On ne parle pas au hasard au PDCI. On ne fait pas ce qu'on veut au PDCI. Donc bref, c'est pour dire que le parti de Félix Houphouët-Boigny a beaucoup de choses. Mais effectivement, Laurent Gbagbo a cette capacité de refléter du Félix Houphouët-Boigny. Mais justement, aujourd'hui, au sein du PDCI, on sait qu'il y a des personnalités qui sont éjectées. On voit le président, l'actuel président du PDCI, qui est encore un personnage parfois clivant. Être chef, Patrick Amapoyon, n'est-ce pas aussi permettre aux autres de grandir avec vous, de pourquoi pas ambitionner la succession? Oui, et ça, le PDCI a de l'ambition. On prépare les autres, on prépare la relève. Mais sachez une chose, s'il était parti trop tôt, ça se serait déchiré dans tous les sens. Parce qu'il prépare sérieusement la succession. Il organise autour de lui. Et donc, rassurez-vous, il y a une succession. Le pouvoir que son directeur de cabinet a aujourd'hui est énorme. Le pouvoir que le secrétaire exécutif a est énorme. Donc, il prépare la succession. Il y a une discipline de groupe pour préparer la succession parce qu'il sait qu'il n'est pas immortel. Donc, il prépare effectivement la succession. Mais ne demandez pas à un chef traditionnel de préparer la succession en termes de je pars et puis il y a bien que pourra derrière moi. Non, il y a une discipline de groupe qui est en train de se mettre en place. Que doivent faire aujourd'hui les hommes politiques ivoiriens, Patrick Amapoyon, pour réapprendre ou se réapproprier Félix Houphouët-Boigny? Je vais les encourager à faire comme Nelson Mandela. Il faut réétudier Félix Houphouët-Boigny.
Il faut c'est-à-dire revoir les films, les vidéos de Félix Houphouët-Boigny, revoir les discours de Félix Houphouët-Boigny, se rappeler les entretiens avec Félix Houphouët-Boigny. Je crois que ça les aidera beaucoup à faire comme Nelson Mandela, à trouver le juste milieu, la voie de la sagesse pour sauver la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, ces derniers jours montrent qu'ils sont en train d'aller dans ce sens. Nous ne pouvons que les encourager dans ce sens. Patrick Amapoyon, c'est vrai, Félix Houphouët-Boigny a fait 33 ans en tant que président. On parlait d'un règne quasiment sans partage. Finalement, on note aussi Bédi, en tout cas à la tête de ce parti, aussi un peu lui ressembler. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ce qu'on enseigne mieux au PDCI, la longévité, régner, écarter les autres? C'est ce qu'on enseigne mieux dans les tribus. C'est ce qu'on enseigne mieux dans les tribus. Mais les partis politiques ne sont pas les tribus. Cette affaire de succès, coup d'État, cette affaire de succession mal organisée qui crée des coups d'État à tout bout de champ ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre héritage. C'est venu d'ailleurs. C'est venu d'ailleurs. On aurait organisé l'Afrique autrement que nous n'aurions pas eu cette succession de coups d'État. Et aujourd'hui au Maroc, le roi est là, mais le Premier ministre est élu régulièrement. Ça permet une démocratie. Il y a un parlement, de ce parlement est sorti un Premier ministre régulièrement. Mais le roi est là. Pour dire que véritablement, nous devons cesser de prendre les mauvaises copies de nos réalités que les gens nous ont ramenées. On nous fait croire aujourd'hui qu'on nous a amené les gouvernements, on nous a amené les gouvernorats, la décentralisation, mais c'est faux. Allez étudier Askia Touré. C'est Askia Touré qui a créé les gouvernorats. Allez étudier les ministères de la justice, de l'intérieur. Ça existait avant que la France existe. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses qu'on nous a amené la mauvaise copie. C'est une mauvaise copie qui consiste à dire que tous les 5 ans, tous les 10 ans, quelqu'un va partir, un autre va venir. Oui, ça marche 2, 3 fois, ça marche 4 fois. Mais après, il y a un problème après, il y a un clash après. Parce qu'il suffit qu'un imbécile devienne président et il met tout le système à mal. Il détruit tout le système. Et donc, à partir de cet instant, la succession ne doit pas être quelque chose qu'on prend à la légère. La preuve, les partis politiques. Vous prenez par exemple au Bénin, vous avez eu un parti politique où la présidente a voulu passer la succession. Ça n'a pas duré 3 mois avant qu'on le suspende encore le président qui a pris. Donc vous voyez, on ne prépare pas la relève dans la précipitation. Il faut tout un travail pour préparer la relève. Alors, on sait que tout système, en tout cas, qui dure, finit par s'effriter ou bien finit finalement par fatiguer. Actuellement, parlant, disons, de la succession de Félix Houphouët-Boigny, on voit à la fois Alassane Ouattara qui règne aussi depuis, et Henri Konan Bédié également. Bon, même si on ajoute Laurent Gbagbo, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps, Patrick Amapoyon, en tout cas que, j'allais dire, tous ces hommes pensent finalement aussi à une nouvelle génération, comme le souhaite Alassane Ouattara? Ils le pensent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils viennent à peine de commencer par le penser. Donc, il faut leur donner le temps d'organiser ça. Mais pendant combien de temps? Il y a une discipline qui s'installe au RIDP. Il y a une discipline de tout temps au PDCI. Il y a une nouvelle discipline qui s'organise avec Laurent Gbagbo. Donc, vous comprenez que ce n'est pas qu'un bon matin, on se réveille, on prend conscience qu'il faut préparer la succession et on donne la succession. Non, on prend conscience et on l'organise. Moi, je suis président d'une association au plan mondial depuis 26 ans, 27 ans. Mais dites-moi, de quel droit je vais dire aux autres de partir quand je ne regarde pas moi-même que je dirige cette organisation depuis 26 ans? Mais c'est vrai qu'il faut partir, mais est-ce que c'est vrai, la succession? Vous prenez par exemple les organisations, les entreprises que je dirige au plan mondial. J'ai délégué les pouvoirs pendant des années. Mais je viens de faire une tournée qui m'a montré que c'est trop tôt. Il faut reprendre la main d'abord pour redresser certains pans afin que progressivement on prépare. Donc la succession n'est pas quelqu'un fait un débat et dit ouais, il doit partir et puis on part. Non, c'est pas comme ça. Il y a tout un travail qui doit se faire pour permettre cela. Ce travail, il doit se faire méthodiquement. Parfois, ça demande du temps. Parfois, ça ne demande pas du temps. Vous prenez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont tous compris. Regardez la discipline qui se passe aujourd'hui au niveau du RIDP. Il y a 1 an de cela, il était impossible de trouver quelqu'un qui fait l'unanimité. Mais de plus en plus, on est en train de trouver. L'actuel Premier ministre est en train de conquérir sa légitimité en Côte d'Ivoire au niveau du parti au pouvoir. Le PDCI prépare la relève. Le Laurent Gbagbo vient à peine de décider de créer un nouveau parti. Donc vraiment,
La succession, ça doit se faire, mais laissons-leur le temps d'organiser ça. Ils viennent d'en prendre conscience. Patrick Abompoyon, est-ce qu'ils ont réellement le temps? Le président Alassane Ouattara aura bientôt 80 ans. Le président Rikonan Bédi en a au-delà de 86. Le président Laurent Gbagbo est le plus jeune, mais il est aussi atteint par le poids de l'âge et des responsabilités. Est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, un manque dans la formation et le coaching de la succession de qualité pour briguer la succession de la Côte d'Ivoire et conduire ce pays-là vers des chantiers de paix et des chantiers de sérénité pour les générations futures? Depuis quelque temps, le président Alassane Ouattara ne fait pas grand-chose dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il prépare la succession. Ça veut dire qu'il a mis une équipe et il veut que là, une légitimité s'établisse. Depuis quelque temps, Laurent Gbagbo veut créer un nouveau parti et il sait déjà qui sera son successeur. Il a déjà choisi. Mais il faut faire ça correctement pour que les autres acceptent. Donc, Bédié sait déjà qui va lui succéder. Ils ont ça. Maintenant, ils sont en train de construire les éléments de légitimité auprès de la succession. Il ne faut pas qu'ils partent et qu'il y ait 2 PDCI, qu'il y ait 2 RDP, qu'il y ait 2 partis de Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Maintenant, quand vous dites qu'ils ont 76 ans, ils ont 80, ils ont ceci, mais en réalité, c'est les Européens qui nous ont fait croire que 80 ans est vieux, que 86 ans est vieux. Allez lire dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible. Il est écrit ceci: celui qui meurt à 100 ans est mort jeune. Celui qui meurt à 100 ans est mort jeune. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons jeunes à 100 ans. Mais nous, on a écouté les Européens qui nous ont amené leur vieillesse et nous avons commencé par vieillir comme eux. Mon arrière-grand-père est mort à 114 ans. Mon grand-père est mort à 92 ans. Mon père est mort à 78 ans. Vous voyez que si on ne cache pas la philosophie des Européens, nous risquons de mourir enfants. Non, 86 ans, c'est pas vieux. 90 ans, c'est pas vieux. La preuve, quand ils parlent, on sent encore de la logique. Ils sont, vous pouvez me dire, il est chef de tribu. En Afrique, nous avons des plantes pour rester solides, en forme, capables, compétents. Allez demander à l'épouse de M. Bédié s'il est vieux et elle vous dira s'il est vieux ou pas. Vraiment, je vous dis, cette affaire de vieux à 85 ans, laissons tomber ça. Ils vont préparer la succession. D'ici les prochaines élections, vous aurez la jeune garde qui va prendre la relève. Patrick Abompoyon, à vous entendre, est-ce qu'on doit les créditer de bonne foi? Finalement, c'est vrai qu'on sait que vous prônez beaucoup plus qu'on puisse associer en tout cas nos cultures à la gestion. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Est-ce que finalement, vous entendez, un jour, il y aura succession à la tête de ces différents partis? Vous savez, dire que je ne fais pas confiance, je fais confiance à Dieu. Parce qu'il peut siffler la fin de la récréation à tout moment. Alors si quelqu'un ne part pas avant que Dieu siffle la fin de la récréation, il risque d'être montré à la télé comme Alpha Condé. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'en dehors du pouvoir humain qu'ils ont, il y a un pouvoir divin qui peut siffler la fin de la récréation quand il veut. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Je sais qu'eux-mêmes, ils ont compris. C'est pour ça, les dernières rencontres, les derniers efforts que vous avez vus, la sagesse, quelqu'un a dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et j'ai l'habitude de dire, maintenant que jeunesse sait et que vieillesse peut, l'Afrique va gagner. L'émission tire à sa fin. Vous avez un mot de fin, une analyse? Je voudrais terminer en disant ceci. Félix Houphouët-Boigny est un homme incompris et il nous revient de faire comprendre aux générations à venir qui est Félix Houphouët-Boigny, le parcours de l'homme. C'est bien beau de rester là, à ne pas étudier l'homme, à prendre des clichés et juger l'homme, mais il est important et essentiel que nous cessons cette arrogance de donner des leçons à tout le monde et que nous puissions aller à l'école des gens pour comprendre les considérations, les situations dans lesquelles ils étaient, les configurations dans lesquelles ils étaient et que nous puissions analyser et juger en fonction de ça. Je crois que Félix Houphouët-Boigny est véritablement un grand, un homme que
la génération à venir n'oubliera pas. De toutes les façons, nous faisons le devoir de travailler tous les jours à faire en sorte que ces hommes puissent exister pour toujours. Nous le ferons davantage sur tous les moyens de communication possibles parce que c'est ça le panafricanisme de Marcus Garvey. Landry Salano, une dernière question pour notre invité. Oui, Patrick Aman-Poyon, vous avez dit en tout cas que vous faites l'effort, vous, de raconter l'histoire de tous ces grands hommes. Vous parlez à l'entame quand même d'une initiative. Comment retrouver après toutes ces émissions? Vous envisagez une plateforme, avez-vous dit tout à l'heure, sur laquelle on peut retrouver toutes ces émissions? Oui, nous sommes en train de créer Wiki-Réussite. Wiki-Réussite, c'est une plateforme Internet qui va raconter l'histoire de tous ces grands hommes, mais aussi les hommes d'aujourd'hui. Parce que le monde n'est pas fait que des anciens. Il y a aussi des jeunes aujourd'hui, il y a aussi des cadres aujourd'hui, il y a des entreprises africaines, il y a des produits africains. Donc, faire en sorte que nous puissions avoir un site de modèle, un site de modélisation, où en allant sur ce site, on puisse voir. Je vous donne un exemple. On présente Thomas Sankara comme un agitateur, comme quelqu'un qui pousse les gens à se bagarrer. Non, Thomas Sankara est un homme de résultats. En 3 ans, le nombre de cités qu'il a construit, le nombre d'infrastructures qu'il a construit. Thomas Sankara, c'est un homme de diagnostic clair, méthode efficace, qui a eu un budget équilibré. Mais non seulement on veut qu'on se rappelle de ces gens-là, mais on veut sortir le réel, parce qu'on nous a fait croire beaucoup de choses, mais ces hommes ont un parcours, ont un résultat, ont un bilan, et nous devons faire en sorte que le monde n'oublie pas. J'ai dit tout à l'heure que quand le chasseur rencontre l'histoire de la chasse, il a Patrick Aman-Poyon. Il faut que nous racontons l'histoire en tant qu'Africains. Merci beaucoup. Vous êtes Patrick Aman-Poyon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Un plaisir de vous avoir eu au cours de cette émission consacrée donc à Félix Houphouët-Boigny et au parcours de l'homme pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Merci et à bientôt.